Notre invité, c'est Guy Valencien. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour. Bonjour Benoît. Vous êtes chirurgien urologue, membre de l'Académie nationale de médecine, de l'Académie nationale de chirurgie et fondateur de l'École européenne de chirurgie de l'Université Paris-Descartes à Paris. Auteur de ce livre, La médecine sans médecin, le numérique au service du malade, qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Alors il y a beaucoup de gens, et notamment d'ailleurs de médecins, qui disent que cette évolution hyper technique, qui utilise toutes les nouvelles technologies n'est pas une avancée. Vous pensez le contraire, vous allez nous dire pourquoi, et surtout qui disent que ça va altérer la relation médecin-malade. C'est tout le contraire. Et dans le titre, vous avez remarqué, c'est la médecine sans médecin, point d'interrogation. Le numérique va nous débarrasser d'un tas d'actes pratiques que nous faisons qui pourront être réalisés par d'autres catégories de professionnels de santé qui ne seront pas médecins. Et nous aurons, nous, à rester à la compassion, à l'accompagnement, à la prise en charge humaine. Au contraire, plus ça va, plus la consultation va devenir importante par rapport aux gestes techniques. J'en discutais avec le professeur Houdard, là, dans le studio, juste avant, qui me disait la même chose. Il est lui aussi très orienté comme moi. Je suis chirurgien, lui est radiologue interventionnel, neurologue interventionnel. Et l'essentiel, c'est la consultation avec le malade. Donc, au contraire, on va rendre du temps à l'humanisme médical en utilisant les techniques modernes d'information. Mais Laurent Alexandre, par exemple, qui d'ailleurs est urologue un peu visionnaire, dans une émission précédente, nous disait qu'avec l'apparition des robots notamment, les chirurgiens vont un jour disparaître. Nous allons sans doute rendre une part de notre action. Oui, j'utilise, vous savez, ça fait 20 ans que j'utilise des robots. Ça fait 20 ans que j'ai mis les mains dans les joysticks pour manipuler des robots. Bien évidemment, demain, ce ne sont pas des robots aujourd'hui, ce sont des télémanipulateurs. C'est moi qui agis avec mes doigts. Demain, on pourra sans doute brancher la machine à un ordinateur qui, à partir de l'image du scanner, fera l'opération. Mais il restera toujours des cas particuliers. Donc je vais en partie perdre de ma spécificité pour me concentrer sur l'essentiel et surtout sur la relation humaine. Même le chirurgien va devenir de plus en plus relationnel, et tant mieux. Est-ce que ça signifie que tout ça va pouvoir permettre d'améliorer un peu les relations entre les usagers et le système de santé? Parce que ça ne va pas très bien en ce moment. Ça va mieux que vous ne le pensez, puisque les Français plébiscitent leurs médecins généralistes. Ça, c'est vrai. Plébiscitent leurs médecins généralistes. Ce qui ne va pas, c'est l'organisation territoriale, parce qu'il y a un tas de contraintes, un tas de corporatisme désuet. Mais les technologies de l'information, l'ordinateur, les objets connectés, votre smartphone, votre téléphone va être votre dossier médical demain. Vous aurez tout. Un dossier médical, pardonnez-moi, ça fait quoi? 20 ans qu'on en parle? Mais parce qu'on l'a confié à la puissance publique. Je viens de voir en région un hôpital et des cliniques qui se sont organisés avec les médecins généralistes pour créer leur propre dossier. Arrêtons de penser national, teutonien, véritablement colbertiste, où tout vient de haut. Laissons faire les acteurs de terrain, laissons faire les gens en région, et vous verrez que ça ira beaucoup plus vite. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque d'oublier que la médecine est aussi un service public? Mais elle est un service public, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas laisser les acteurs dans leur propre tissu. Alors, on ne traite pas en Bretagne comme on traite en région Alsace, on ne traite pas à Lille comme on traite à Montpellier. Donc laissons faire les régions, mais vous savez que la France ne sait pas faire ça. Il faut que tout vienne de Paris, du ministère, que ce soit des finances avec Bercy ou de l'avenue de Ségur pour la santé, délégation aux agences régionales de santé qui sont aux ordres de Paris. Laissons faire les régions, elles vous le rendront au centuple. Et les malades et les usagers seront très heureux de travailler avec les professionnels pour organiser sur les territoires une meilleure prise en charge de ceux qui souffrent. C'est évident. Mais est-ce que ça permettra d'assurer qu'il y ait un maillage de la santé suffisant partout en France et non pas des médecins qu'aux endroits où c'est intéressant de travailler, on va dire? Est-ce que ça va assurer une équité de l'accès aux soins pour tout le monde? Avec les technologies de l'information dont nous parlons, l'ordinateur, la télétransmission, la vidéotransmission, regardez aujourd'hui les gens sur les grandes chaînes de télévision se racontent complètement. Donc on pourra porter la meilleure prévention et le meilleur soin dans la ferme du plus petit hameau de France en utilisant le haut débit. Les maires l'ont compris qui demandent le haut débit. Et les gens le savent. Depuis des années, j'ai consulté à distance, avec parfois à 300-400 km, je suis à Paris, le malade est avec son médecin dans sa maison de santé et nous échangeons, le spécialiste et le médecin généraliste. Jamais la relation n'a été plus forte. L'image et Internet ne réduisent pas la compassion et l'empathie. Au contraire, elle l'améliore. Mais malgré tout, et notamment puisqu'on évoquait le problème du dossier médical, de plus en plus la santé va être connectée avec beaucoup d'objets, avec possibilité pour les patients de se surveiller à domicile et de transmettre à leur médecin. Comment on gère le problème de la confidentialité des données, toutes ces données médicales qui vont être assez disponibles finalement?
Alors la confidentialité est un problème, mais ce n'est pas le problème majeur. Depuis des années, nous recevons chaque jour sur nos ordinateurs, dans nos bureaux, des dossiers entiers de malades. Eux veulent être soignés, ils s'en fichent que d'autres sachent qu'ils ont. C'est pas le problème, ils veulent avoir le meilleur soin. Alors bien sûr qu'il y aura des garde-fous, mais regardez, les banques savent très bien se protéger, ne nous inquiétons pas, on nous raconte des histoires. J'avoue que la Commission nationale d'informatique et liberté en France est quand même extrêmement, je le dis, rétrograde dans le domaine et qu'il va falloir changer les choses. Les malades, eux, ils sont en demande, les patients. Hein, ça, ils demandent la connexion, bien donc sûr. Offrons-leur. Et pour un assureur qui va regarder si un tel ou tel est atteint, qu'est-ce que ça peut faire? Avançons et on verra ensuite. Vous allez plus loin, vous dites que toutes ces données collectées, une fois anonymisées, vont aussi permettre de faire progresser la médecine. Alors, mais bien évidemment, le big data. Mais bien évidemment, et qui va gagner pour l'instant, on le voit bien, c'est Google, c'est Apple, c'est IBM qui sont sur le dessus, qui regardent. Ce ne sont pas nos instances qui patinent, ce ne sont pas nos politiques qui n'ont pas encore compris ce qui se passait comme révolution, comme mutation. Ce sont ceux-là qui détiennent les données et qui vont organiser le monde de la santé. Google a dit récemment, avec mes seules données, je peux déjà sauver 100 000 personnes au monde. Nos politiques ouvrent un peu trop facilement le parapluie du principe de précaution ou pas? Beaucoup. Nous utilisons le principe de précaution à tort et à travers en matière de santé. Ce principe qui était fait pour l'environnement a débordé et nous sommes dans une judiciarisation incroyable du système. Quand je pense que la Cour de Versailles a obtenu le démantèlement d'antennes radio au nom de la légitime crainte. On ne sait pas si c'est en jeu, mais on craint. Donc on arrête. C'est du délit de faciès industriel. Il va falloir changer cela. Je suis de ceux qui militent pour revoir le principe de précaution, non pas l'abandonner, mais le faire évoluer au prix de l'innovation. Une dernière question. Puisque vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, je voulais avoir votre réaction sur les propos de votre confrère, le professeur Joyeux, qui surfe actuellement sur un sentiment anti-vaccinal important. Et on était très étonnés, on entend assez peu les médecins monter au créneau sur cette espèce de vague anti-vaccination. Pourtant, la vaccination, c'est un des progrès majeurs de la médecine. Et qui fonctionne dans le grand public. Hein, Écoutez, je l'ai fait parce que je lui ai répondu à travers mon blog de façon assez violente. Je suis scandalisé par les propos de mon collègue et je n'ai pas de nom assez dur pour signaler que véritablement nous ne le suivons pas. À la limite, je me dis, c'est terrifiant, mais il faudrait voir de la polio revenir, il faudrait voir des morts par coqueluche, il faudrait que l'Ebola vienne en France et on verra si les anti-vaccins continueront à l'être. C'est scandaleux. La vaccination a été un véritable progrès. Il y a quelques accidents possibles. On a regardé et les études montrent qu'il n'y en a globalement pas vraiment plus que dans la population normale. Donc arrêtons cette espèce de bashing insupportable. Les parents qui font ça sont dangereux, je le dis, ils sont dangereux. Et à la limite, si les enfants étaient malades, on pourrait se poser la question de savoir s'il fallait les traiter. Voilà un vrai débat. Je suis scandalisé par ce qui se passe et je n'ai pas de mots assez forts pour dénoncer ce que le professeur Joyeux, mon collègue, malheureusement, dit partout. Merci beaucoup Guy Valencien. La médecine sans médecin, point d'interrogation. Le numérique au service du malade, c'est chez Gallimard dans la collection Débat. Merci beaucoup.